Bonjour, salam alaikum. Aujourd'hui, on doit continuer notre cours après le cours qu'on a déjà fait sur les interactions des ultrasons avec la matière. Donc, on doit traiter les effets des ultrasons. Donc, concernant les effets, on doit traiter deux types d'effets. On a les effets observés, ça veut dire les effets expérimentaux, puis les effets recherchés, ça veut dire les effets thérapeutiques. Concernant les effets observés, donc il y a échauffement tissulaire, altération endothéliale, altération biochimico-cellulaire et tératogénèse. Les mécanismes par lesquels les ultrasons peuvent occasionner des lésions tissulaires sont multiples. Premièrement, le principal est l'échauffement, puisque l'absorption des ultrasons dans leur traversée des tissus aboutit finalement à la production de la chaleur. Puis, des effets mécaniques ont été observés par exemple avec une altération de l'endothélium, ce qui peut par exemple compromettre l'étanchéité de la barrière hémato-encéphalique. Puis, des altérations biochimiques ou bien cellulaires ont pu être observées sur des modèles expérimentaux avec des hémorragies pulmonaires, de même que des effets mutagènes. Cependant, les études épidémiologiques menées jusqu'à présent sur des populations soumises ou non à un diagnostic ultrasonographique au cours de la grossesse n'ont pas apporté la preuve d'effets significatifs sur le taux de malformation ou incident de grossesse. Donc, les effets les majoritaires qu'on peut traiter, donc il y a trois. Effet thermique, c'est l'échauffement tissulaire. Effet mécanique, c'est l'altération de l'endothélium. Puis, effet biochimique ou bien cellulaire, ce sont des altérations biochimiques ou bien cellulaires qu'on peut observer dans des modèles expérimentaux. Maintenant, on passe aux effets recherchés, ça veut dire l'exploitation des effets des ultrasons dans le domaine de la thérapeutique. Parmi ces exploitations, on a ce qu'on appelle la lithotripsie. Donc, c'est la fragmentation du calcul du voie urinaire. Puis, traitement des calcifications tendineuses. Augmentation de la perméabilité cutanée aux médicaments. Nécrose tissulaire, c'est la blathermie, surtout pour la prostate et dans le domaine de la neurochirurgie. Donc, les principaux effets biologiques des ultrasons, tels qu'ils peuvent être anticipés et maîtrisés en fonction des réglages de l'échographe, sont thermiques ou bien mécaniques. Les effets thermiques résultent de l'absorption des ultrasons par les tissus qu'ils traversent. Par contre, les effets mécaniques, qui apparaissent généralement à de plus forte intensité, se manifestent par des phénomènes de la cavitation. Donc, les effets mécaniques sont reliés à ce qu'on appelle la cavitation, c'est-à-dire l'apparition lors des baisses relatives de pression au passage de l'onde ultrasonore de cavités ou bulles de vide, ou bien de gaz antérieurement dissous ou de vapeur. Donc, l'élément principal de l'effet mécanique, c'est l'apparition de la cavitation. Par contre, l'effet biologique des ultrasons concernant l'effet thermique et l'effet mécanique, c'est des effets qui sont majoritaires en échographie. Mais le réglage de l'intensité des ultrasons permet d'éviter les effets thermiques. Maintenant, on doit traiter
la partie mécanique, les effets mécaniques. Donc les conséquences, on a dit que l'effet mécanique permet de donner ce qu'on appelle la cavitation au sein de notre milieu. Donc les conséquences de la cavitation, on a la cavitation entraîne des micro-courants locaux qui peuvent par exemple accélérer des réactions chimiques. L'effondrement, ça veut dire collapsus immédiat des microbilles génère des phénomènes qui se produisent à une vitesse hypersonique. Ça veut dire que c'est une vitesse qui dépasse la vitesse du son. Avec une surpression pour la cavitation de gaz ou de vapeur pouvant atteindre 10 000 atmosphères et un échauffement de 1000 degrés, s'accompagnant de la formation de radicaux libres. Ces phénomènes peuvent donc produire des effets à l'échelle moléculaire. Donc il y a la cavitation permet de donner des microcourants ainsi que l'effondrement brutal des bulles. L'effondrement brutal des bulles permet quoi de donner des écoulements supersoniques, des surpressions et d'échauffement tissulaire et la naissance des radicaux libres. On continue. Les conséquences de ces phénomènes sont directement ou par l'intermédiaire des radicaux libres une dégradation par oxydation des bases d'ADN. Une dégradation par oxydation des bases d'ADN, d'éventuelles ruptures des chaînes d'ADN et à l'échelle cellulaire des altérations de la membrane. Par contre, à l'échelle tissulaire, une dénaturation des protéines par échauffement qui peuvent être observées. Donc, la cavitation, qui est le résultat des effets mécaniques des ultrasons, elle permet de donner des problèmes au niveau des bases d'ADN, au niveau de la molécule d'ADN par oxydation et rupture simple ou bien double brin, au niveau de la cellule par la rupture membranaire, au niveau des tissus par élévation de température avec dégradation de la structure des protéines. Donc, la cavitation donne des problèmes à l'échelle de la cellule et ses constituants, surtout l'ADN. Le risque de cavitation, il est lié à un indice qui s'appelle l'indice mécanique. Cet indice mécanique ME est égal à P, c'est racine carrée de F. P, c'est la pression acoustique en kilopascal et F, c'est la fréquence en mégahertz. Un indice mécanique ME est donc été défini pour caractériser le risque de cavitation. Donc le risque de cavitation, on peut le prévoir par la mesure de l'indice mécanique. Donc il est fonction de la pression acoustique et inversement fonction de la racine carrée de la fréquence ultrasonore. Il est donc plus élevé avec des basses fréquences et le risque de cavitation étant accru lorsque des bulles sont déjà présentes dans le milieu. L'utilisation d'un produit de contraste qui est formé par des microbilles en général. Donc l'utilisation d'un produit de contraste ultrasonore est particulièrement concernée par ce phénomène. Les intensités ultrasonores élevées ont en effet pour conséquence de provoquer l'éclatement des microbilles, générant des effets mécaniques potentiellement délétères. Donc, pour prévoir la cavitation qui a des effets néfastes sur les tissus humains, il faut mesurer ce qu'on appelle l'indice mécanique. Et cet indice mécanique est égal à la pression acoustique sur la racine carrée de la fréquence ultrasonore. Donc l'indice mécanique représente la diminution maximale de pression acoustique, pression de raréfaction, ou bien la composante de la pression négative.
généré par le passage des ultrasons divisé par la racine carrée de la fréquence. Donc MI égale PC racine F. Dans la pratique, l'indice mécanique MI varie de 0,05 jusqu'à 1,9. Donc il ne devrait jamais dépasser 1,9, mais doit être beaucoup plus faible pour des applications à des tissus sensibles. Par exemple, l'indice mécanique doit être inférieur à 0,23 pour l'œil. Ce calcul ne prend pas en compte les caractéristiques des tissus de sorte qu'il n'a qu'une valeur indicative. Les conséquences de ce phénomène sont directement ou par l'intermédiaire des radicaux libres, une dégradation par oxydation des bases de l'ADN, des ventiles ruptures de la chaîne d'ADN et à l'échelle cellulaire, des altérations de la membrane. À l'échelle tissulaire, une dénaturation des protéines par échauffement peut être observée. Donc on doit introduire ici une autre notion, c'est la pression acoustique maximale. Cette pression acoustique maximale, elle permet de mesurer l'intensité ultrasonore. Donc l'intensité I en watts par centimètre carré, elle est proportionnelle à l'amplitude. Donc I égale P carré sur 2 ρ C. P c'est la pression acoustique, ρ c'est la densité et C c'est la célérité des ultrasons. Toujours ces effets sont directement liés à l'intensité acoustique, donc l'énergie par unité de surface des faisceaux ultrasonores et par unité de temps. L'intensité acoustique est proportionnelle au carré d'amplitude. C'est le P carré. Elle dépend de la densité des milieux traversés et de la vitesse de propagation des ultrasons dans ce milieu. Voilà, donc on a fini. On a donné un aperçu général sur les effets des ultrasons. Donc on a dit qu'ils se divisent en 3 parties. Il y a des effets thermiques, des effets mécaniques, biochimiques. Ce sont les 3 effets qui sont majoritaires. Et en ce qui concerne l'effet mécanique, cet effet mécanique permet de se manifester par un phénomène de la cavitation qui permet de donner des dégâts à l'échelle moléculaire, ADN et à l'échelle cellulaire, ça veut dire au niveau de la membrane cellulaire et au niveau du tissu. Et donc, ce phénomène de cavitation peut être mesuré ou bien on peut le prévoir en mesurant ce qu'on appelle l'indice mécanique qui est égal à P sur racine F qui est la fréquence. Et l'intensité ultrasonore, elle est en relation avec l'amplitude de la pression sur les caractéristiques des milieux, ça veut dire de ρ C. Et donc, fin de cette partie-là qui est les effets des ultrasons. Mais en pratique échographique, ce qu'il faut retenir, qu'il n'y a pas en général de problème concernant les effets, vu que l'intensité acoustique ou bien l'indice mécanique il est très faible et donc les risques ne sont pas majoritaires pour l'échographie diagnostique. Par contre, on exploite les effets des ultrasons ou bien les effets destructifs des ultrasons par un indice mécanique élevé dans le cas de la lithotripsie, ça veut dire la fragmentation du calcul au niveau des voies urinaires, c'est le cadre de la lithotripsie. Et on peut exploiter l'effet aussi des ultrasons dans le cadre de traitement des calcifications tendineuses ainsi que la blathermie, ça veut dire nécrose tissulaire par l'effet des ultrasons. Donc, je vous remercie pour votre attention et notre première partie maintenant a pris fin. Prochainement, Inch'Allah, on doit passer pour la deuxième partie
qui traite le principe de fonctionnement et de la formation d'images en échographie. Merci.